Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce podcast sur la division des ruches. Ce podcast est tiré du webinaire TK ayant précédemment eu lieu. Il a été organisé par BNNS, qui est une association sans but lucratif internationale composée d'autres organisations, telles qu'Apiflordef, dont vous entendrez un de ses représentants, Yves Layek, de l'INRA, de l'UNAF et bien entendu de Miel Maya Honing, ONG belge. Ce webinaire et ce podcast s'inscrivent dans la dynamique TK, qui est une plateforme promue par la FAO et qui reprend toute une série d'informations techniques à destination des petits apiculteurs. Nous vous encourageons à vous rendre sur leur site qui regorge de ressources à ce propos. À des fins pratiques de diffusion et d'écoute, quelques passages du webinaire ont été retenus pour apparaître dans ce podcast. Si vous en avez l'envie et la possibilité, bien entendu, le webinaire complet se trouve sur la chaîne YouTube de Miel Maya Honing. Ce podcast abordera donc le sujet de la division des colonies, sujet fort intéressant pour tout apiculteur, et il se déroulera comme suit. Nous aurons une explication très théorique de Didier Brick d'abord, apiculteur belge et président entre mille autres choses de la Fédération royale provinciale liégeoise d'apiculture. Ensuite, et pour recontextualiser cette pratique pour les apiculteurs africains, nous aurons l'intervention de Serge Ayangma, apiculteur camerounais, membre du groupement des techniciens apicoles du Cameroun, ainsi que celle de Dieu Merci Mahano, de PACAF et de Monde d'Abeilles, qui œuvrent dans l'est du Congo. Ce seront les trois grosses interventions que vous entendrez dans ce podcast. Elles seront ponctuées, vous l'entendrez, par quelques précisions qui nous semblaient nécessaires, notamment celle de Christophe Fonge, co-créateur de la ruche Fonge, formateur et consultant en apiculture moderne, d'Yves Layek, membre d'Apiflordef, et d'Olivier Badibanga, apiculteur et membre d'Apiflordef également. Vous m'entendrez introduire ces précisions tout au long de ce podcast. Merci de votre attention et bonne écoute. Je laisse ainsi la parole à Didier Brick. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Didier Brick. Je suis actuellement le président de la Fédération royale provinciale liégeoise d'apiculture. Et c'est ma 31e année d'apiculture qui s'achève. Là, donc, je suis un petit peu comme Obélix, tombé dans la marmite quand j'étais petit. Voilà. Alors, ici, nous sommes dans un rucher qui se trouve en région tempérée, en Belgique, dans une plantation bastige d'arbres fruitiers, qui est entourée de haies et d'un environnement assez mixte. Nous sommes fin août, donc c'est pas une époque classique à laquelle on fait des ruchettes, mais ce sera l'occasion d'utiliser, on va dire, une technique particulière, à condition d'avoir des rennes de réserve. Donc ici, pourquoi faire des ruchettes maintenant? En gros, c'est pour doubler mon nombre de colonies, partant du principe que lorsqu'on travaille avec des dadans 10 cadres, si on les hiverne dans des ruchettes en polystyrène 6 cadres, elles hivernent beaucoup mieux qu'en 10 cadres. Et donc, mes deux polystyrène 6 cadres au printemps seront normalement tellement belles que rapidement j'aurai 2 ruches au lieu d'en avoir une seule. Voilà. Donc, c'est pour favoriser de meilleures conditions d'hivernage et aussi doubler le nombre de colonies. Voilà. Alors, première étape, trouver la reine. Donc, ici, je ne l'ai pas encore dit, mais je travaille en buckfast. Donc, ce sont des reines qui ont été fécondées en fécondation naturelle, mais dans une zone saturée buckfast et en plus saturée avec des abeilles résistantes à varroa. Donc, trouver le cadre avec la reine. Si vous avez des cadres donc, déjà bâtis qui ont contenu des abeilles, on pourrait les rajouter au milieu du couvain comme 6e cadre. Ça ne poserait pas de problème. Et la reine y répondrait assez rapidement. Donc ici, pour compléter, puisque je n'ai que 5 cadres, je vais lui mettre une partition. Voilà. Et donc ça c'est et de une, et c'est celle qui contient la reine. Voilà. Alors elles vont se retrouver côte à côte. Les butineuses se répartiront entre celle qui contenait la reine et celle qui est orpheline. Et quant à l'orpheline, eh bien, comment procéder? Donc celle-là, étant donné qu'on se retrouve fin du mois d'août, ce n'est pas problématique de faire accepter une reine actuellement. Et on réintroduira une reine dans une cagette Iltis. Voilà, donc la deuxième ruchette est faite. Donc je secoue les abeilles dans la ruchette. Alors, pour ce qui est de la ruchette orpheline, maintenant, étant donné qu'on est fin août, c'est-à-dire en dehors de la période de reproduction, on n'aura pas trop de mal à leur faire accepter une reine sans attendre une semaine, puis détruire toutes les cellules royales, puis introduire une nouvelle reine.
Ici, j'y vais plus rapidement et par expérience, ça se passe souvent bien. L'outil idéal pour introduire une reine, c'est la cagette Iltis. Donc c'est une petite cagette qu'on sait introduire entre deux cadres, qui est grillagée, qui permet l'échange de nourriture entre les ouvrières et la reine. Et les phéromones de la reine peuvent bien diffuser également. Ici, j'ai mis une bande adhésive, ce qui permet aussi à la reine d'aller se réfugier. Donc on voit qu'il y a nettement plus de contact entre la reine et les ouvrières qui vont la recevoir qu'avec une cagette Nico, qui est très bien pour le transport, puisqu'il y a une petite réserve de nourriture et on pourra mettre les accompagnatrices avec la reine. Mais ici, on va introduire la reine seule et on aura plus de chances qu'elle soit acceptée avec ce format de cagette. Alors ma reine, évidemment, j'ai dû l'élever préalablement. Donc c'est tout le travail lié à l'élevage de rennes durant la saison apicole, donc avril, mai, juin, juillet. Les rennes chez nous sont élevées dans des ruchettes plus petites, des demi-cadres de hausse d'Adam, on appelle ça des mini-plus, donc des ruchettes qui contiennent 6 cadrons. Et on dispose alors d'un stock de rennes qu'on peut utiliser ici pour faire des essaims, remplacer ces rennes défaillantes et assurer une bonne efficacité du rucher. Voilà, alors pourquoi diviser des colonies, pourquoi faire des essaims? Eh bien pour augmenter le cheptel principalement, mais aussi chez nous pour répondre à une demande économique qui, pourquoi pas, pour équilibrer l'économie de son rucher en vendant quelques colonies chaque année. Alors quand procéder, chez nous on procédera de fin avril à fin du mois d'août et on a différentes techniques possibles. Donc si on divise une colonie en pleine mielée, donc avril, mai, juin, moi j'estime que ça n'a pas beaucoup de sens parce que on va la priver d'une partie de ses abeilles, d'une partie de ses butineuses et du coup on va faire moins de miel. Donc on impacte la production de miel, chose que moi je ne fais pas. Maintenant avec certaines races d'abeilles comme des carnicas qui sont beaucoup plus essaimeuses, ça peut aussi avoir un intérêt parce que on va finir par avoir une colonie qui essaime. Alors on anticipe l'essaimage de la colonie et lorsqu'on voit apparaître des cellules royales, eh bien on va diviser la colonie en retirant 2-3 cadres de couvain les plus operculés possibles parce que comme ça on aura rapidement des jeunes abeilles avec une belle cellule royale et on peut faire une ruchette que l'on déplace à plus de 3 km du rucher, de manière à ce que cet essaim que l'on constitue l'après-midi ne perde pas toutes les butineuses qu'il a emmenées avec lui, et pour qu'il garde une certaine dynamique. Alors, il faut évidemment suivre des essaims quand on les fait comme ça, avec des cellules royales en période de fièvre d'essaimage, parce qu'il faut s'assurer que 3 semaines après, on a une jeune reine qui est bien revenue, qui pond, et qu'on a une colonie en ordre. Si ce n'était pas le cas, on va se retrouver avec une colonie qui va rapidement devenir bourdonneuse, et du coup qui va être réunie avec une autre colonie, une autre ruchette, pour qui, elle, le destin de la reine a été meilleur. Donc, voilà, c'est une manière de faire pour le petit apiculteur, c'est diviser quand il y a des cellules royales et profiter de l'essaimage naturel des colonies, pourquoi pas. Personnellement, comme je suis éleveur de rennes, j'élève des rennes en parallèle avec la production de miel. Et mes rennes sont d'abord dans des petites ruchettes de fécondation et je n'utilise les rennes qu'une fois qu'elles sont fécondées. Donc je vais aussi faire des essaims artificiels, mais un peu plus tard en saison, à la fin de la mielée d'été. Chez nous, je dirais première quinzaine du mois de juin. Pourquoi à ce moment-là? Parce que les abeilles des cadres de couvain que je prélève, le temps qu'elles naissent, la mielée d'été sera terminée. Donc je n'impacte pas ma mielée d'été si je prélève à ce moment-là 2 cadres de couvain operculés, 1 cadre de nourriture et si je fais un essaim. Et alors dans ce cas-là, je fais mon essaim artificiel, je le laisse 3 à 4 heures orphelin, après l'avoir déplacé aussi de plus de 3 km du rucher. Je trouve que ça va quand même toujours beaucoup mieux quand on les déplace, pour qu'ils ne se dépeuplent pas. 3-4 heures après, même chose que dans la vidéo précédente, on introduit une reine déjà en ponte en cagette Iltis. Le lendemain, on vérifie si la reine est calme dans la cagette, si les abeilles ont un comportement calme sur la cagette. On lui met un bouchon de candy et ça passe très très bien comme ça. Et puis on s'assure la semaine qui suit que tout est en ordre, que la reine pond, et on rajoute des cires gaufrées, on stimule si la météo
n'est pas favorable. On va nourrir avec du sirop, concentration de 50% de sucre, donc du sirop 50-50 comme on dit chez nous, donc 1 kg de sucre, 1 kg d'eau. Et avec ce sirop dilué, il va stimuler à la fois la ponte de la reine et à la fois les cirières à bâtir. Et rapidement, alors on se retrouve d'une colonie 3 cadres à une 6 cadres fin juillet, l'optimum pour pouvoir passer l'hiver et avoir un bon hivernage. Voilà, donc conclusion, pour être le plus efficace possible, élever des reines. Comme ça, on travaille avec des reines en ponte. On évite le côté aléatoire d'une reine qui ne reviendrait pas de son vol de fécondation et où on retrouverait alors une ruchette orpheline, voire bourdonneuse. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on évite. Donc élever des reines, diviser la colonie, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de couvain et suffisamment de nourriture. Introduire une reine déjà en ponte en cagette Iltis, c'est l'optimum. On introduit la reine. Le lendemain, on contrôle le calme des abeilles autour de la cagette, un bouchon de candie, et on va vérifier qu'une semaine plus tard si tout est en ordre pour éviter tout emballement de la jeune reine au moment de l'ouverture lors du contrôle. Et suivant les conditions météo, une petite stimulation, ça peut aider aussi à rendre les abeilles dans les conditions les meilleures. Voilà, merci pour votre attention et bonne division. Voici donc pour le témoignage de Didier Brick. Laissons maintenant la parole à Monsieur Serge Ayagma. Bonjour Monsieur Serge Ayagma. Bonjour. Oui, nous sommes aujourd'hui pour que vous nous parliez un peu de votre domaine en fait. L'apiculture a plusieurs domaines. Nous avons la production de miel, tel que vous connaissez très bien. Il y a la transformation, il y a la recherche, il y a la reproduction, il y a l'intermédiation, la négoce et autres, la collecte et tout ça. Mais moi particulièrement, je travaille dans la reproduction. Et reproduction, qui parle de reproduction, parle de la pérennisation de l'espèce. Donc là-bas, nous nous occupons de la production des reines, de nouvelles reines d'abeilles, la production de nouvelles colonies et là-dedans, je produis près de 700 reines. Ces exercices restent en lien avec ceux qui pratiquent une apiculture basée sur les ruches en bois à pièces mobiles, par exemple. Donc, effectivement, sur les 700 colonies, je produis, nous mettons en service à peine 25% seulement. Quels sont les objectifs de cette pratique? Oui, mon cher, les objectifs de cette pratique sont de diverses zones. Nous avons l'idée première, c'est d'augmenter la taille de la station apicole du cheptel. Oui. En deux, nous avons le rajeunissement des reines, ou alors le rajeunissement des colonies. En trois, nous avons l'identification des souches les plus saines, celles qui sont en bonne santé. Et quatre, nous avons ce sentiment de devoir pérenniser le projet en fait, parce que c'est une pratique que nous devons dérouler tous les ans, toutes les saisons apicoles. Et l'idée, c'est de maintenir aussi l'équilibre entre les ruches, les colonies qui vieillissent et en fait contribution des nouvelles colonies. Le tout avec pour objectif final de booster la production. Pratiquez-vous l'élevage des reines, la captation, des sèmes et autres? Ah oui, ça fait partie des leçons de cours préparatoires dans l'apiculture, parce que je pense que chez nous, c'est l'opération par laquelle tout apiculteur commence. Bon, captation, dans le jargon, certains appellent ça le piégeage. Et les colonies qui arrivent dans les ruches, on appelle ça la pollinisation par piégeage. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener les colonies capturées à la station. Et par la suite, maintenant, vous allez développer ce qu'on appelle l'essaimage artificiel, ou alors nous parlions de la division. Effectivement, la division pose le problème de la production de nouvelles reines. Et là maintenant, la division, c'est une activité, une action qui permet d'activer la production de nouvelles reines par les abeilles elles-mêmes. L'apiculteur, lui, dans ce format, n'a qu'à
à récupérer les reines et récupérer, sélectionner celles qu'ils veulent utiliser. Et là, le reste, ça va, on peut dire dans la poubelle, quoi. Mais les colonies qui sont sélectionnées sont mises en service pour la production d'autres nouvelles colonies d'abeilles. Oui, la division des colonies pose plusieurs questions avant de se lancer. Le pourquoi je vais le faire, comment, quand et avec qui, ou alors avec quoi. Pourquoi je me pose les questions. L'objectif c'est lequel? L'objectif c'est d'augmenter la taille des stations. Pour en faire quoi? C'est pour produire le miel, c'est pour vendre aussi des colonies, c'est-à-dire céder les colonies aux nouveaux apiculteurs, densifier la production, sélectionner les meilleures colonies, peut-être se séparer des colonies défaillantes. Nous allons regarder ce qu'on appelle le calendrier apicole chez nous. Et ça correspond à quoi? À quel moment il faut utiliser cette pratique-là? Et j'ai dit quelque part que chez nous, au Cameroun, ça correspond à la période novembre, décembre, janvier. C'est la bonne période, nous sommes en saison sèche, les températures sont environ à 31 degrés dans les ruches. C'est très bon pour développer la maternité et la production des reines d'abeilles. Ou nous allons regarder, parlant du Cameroun, nous avons 5 zones agroécologiques, donc il y a quelques petits décalages horaires en fonction de la pluviométrie de chaque région. En tout cas, chaque apiculteur va essayer de jouer sur ces facteurs externes-là pour voir à quel moment il doit déclencher ses activités. Et là, maintenant, avec quel instrument? C'est des instruments basiques, c'est juste des opérations de permutation de ruches. Nous n'avons pas utilisé la méthode standard conventionnelle à l'européenne. Non, chez nous, c'est juste une gestion des œufs des reins qu'on appelle chez nous le couvent. Donc maintenant, en termes de volume de colonies produites, nous aurons par exemple, si nous faisons la division simple, nous pouvons avoir par exemple une colonie qui pourrait donner 32 sur les 5 ans, en imaginant que tous les novembre, décembre, nous travaillons dessus. Nous allons avoir une colonie en première année, deux colonies en deuxième année, nous allons à 4, après nous allons à 8, 16 et 32. Maintenant, nous pouvons, certains apiculteurs, c'est vrai que c'est pas encore trop répandu, nous pouvons utiliser le système binaire qui permet lors de l'opération de produire simultanément 2 autres colonies. Et là, dans ce système, sur les 5 ans, nous nous retrouvons avec 243 colonies. Comment? Nous allons partir de une colonie à 3, de 3 à 9, de 9 à 27, de 27 à 81, de 81 à 243. Et là maintenant, même en imaginant un taux de perte cumulé d'environ 50% sur les 5 ans, dans le système binaire, il nous en restera quand même une centaine de colonies à gérer par rapport à la division simple. Donc je pense que ce qui doit être enseigné aujourd'hui, c'est d'essayer de pousser les techniques de division un peu plus loin et d'essayer de les vulgariser en fait. Le tout avec pour objectif aussi de compenser les pertes cumulées au fil du temps de tout ce que l'apiculteur vit, toutes les petites défaillances des colonies, les points forts des colonies liés par exemple à certaines maladies, la zone florale et d'autres facteurs internes que parfois nous n'expliquons pas beaucoup. Voilà, vous venez donc d'entendre 2 interventions d'experts apicoles, l'une de Belgique et l'autre du Cameroun. Ce qui va suivre est une précision par Didier Brick sur la maturité des mâles quant à sa pratique d'élevage de rennes, et Yves Layec interviendra ensuite pour nous rappeler qu'il est tout à fait possible de diviser une colonie sans élevage de rennes effectué au préalable, et tout cela en valorisant les cellules royales. Ici en Belgique, on démarre nos premiers élevages de rennes en général à partir du moment où au printemps on voit voler les premiers mâles, enfin que les premiers mâles sont nés. Ce qui veut dire qu'un mâle doit avoir à peu près 15 jours à 3 semaines pour être mature sexuellement.
Donc, le temps d'élever des rennes, il faut 12 jours pour produire une reine avec l'élevage artificiel. Voilà, ça coïncide. Et voilà, moi, je laisse faire la nature pour le reste et je ne vérifie pas la maturité des mâles. Je considère qu'un mâle qui a 15 jours à 3 semaines est sexuellement mature et qui n'a pas de problème pour les fécondations. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. Oui, alors j'ai pratiqué l'élevage de rennes, mais pour aujourd'hui, puisqu'on était sur le domaine de la division, et c'est quelque chose qui est relativement facile à pratiquer pour tout le monde. Lorsque vous faites une division où vous avez une partie orpheline et vous avez une partie avec la reine, bon, peu importe où vous divisez, en nombre de cadres, hein, je parle, pas du pays. Dans la partie orpheline, les abeilles vont élever plusieurs cellules. Il est donc possible pour quelqu'un qui visite de temps en temps ces ruches de récupérer des cellules. Si vous découpez ces cellules et que vous les introduisez dans d'autres colonies orphelines, la cellule sera acceptée pratiquement à tous les coups, sans aucune difficulté, beaucoup plus facilement que ne le seront une reine vierge qui sera née donc quelques jours plus tard, ou même d'une reine fécondée qui serait encore née un peu plus tard. Donc, avec les cellules, on a de la réussite à peu près à chaque fois, hein, une très bonne réussite. Nous allons à présent écouter le témoignage de Dieu merci Mahano quant à sa pratique de division et nous aurons une belle synthèse de ce qui a été précédemment soulevé dans le début de ce podcast en la personne de Christophe Font. Bonjour Monsieur Guy, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Dieu merci Mahano, je suis apiculteur congolais. Je suis directeur de Monde Abeille, aussi membre de l'ASPEL PACAF. J'ai fait l'apiculture avec une expérience de 9 ans dans la province du Sud Kivu. La province du Sud Kivu est située à l'est de la RDC. Et ici, au Sud Kivu, nous avons l'Apis mellifera adansoni. Et nous avons des saisons de récolte et souvent la récolte commence, la grande saison de récolte commence vers le mois de juillet, août jusqu'en septembre. La petite saison de récolte janvier-février. Et la période de l'essaimage, nous la commençons au début du mois d'avril et elle peut s'étendre à 3-4 mois. Donc légèrement vers le mois de juin et début juillet. Et ici, comme nous parlons de la division des riches, la division des riches, c'est une activité que nous faisons avec des riches, surtout semi-modernes et des riches modernes. La grande partie des apiculteurs utilisent les riches traditionnels ici. Mais là, la division peut se faire, mais avec beaucoup de pannes. Ici, nous utilisons la riche semi-moderne de type kenyan. On utilise aussi la riche Langstroth. Alors, pour la division des riches, nous le faisons pour un seul objectif pointu, c'est pour améliorer la taille du cheptel, donc du richet, sur l'aspect quantitatif, c'est-à-dire le nombre de riches. D'une riche, on fait 2 ou 3, 4, ça dépend. Et aussi sur l'aspect qualitatif, puisqu'on arrive à sélectionner les souches, les riches, les colonies qui travaillent bien pour arriver à les dupliquer. Et le principe pour la division de la riche, nous cherchons une riche qui est forte, dont la colonie est très forte, et nous le faisons quand il y a des présences de faux bourdons, c'est-à-dire pendant la saison de l'essaimage.
Nous le faisons aussi pour essayer de rajeunir les reines qui sont déjà vieilles. On procède au remplacement à travers cette pratique de division des riches. Alors, par rapport à la division, nous avons 3 manières de diviser la riche. La première manière, c'est la manière la plus simple. Elle procède à diviser d'une riche, on en fait 2. C'est-à-dire, je prends la riche X, je divise plus ou moins équitablement les contenants de la riche, les contenus plutôt. Je prends les rayons de couverts ouverts, je divise en 2. Je prends les rayons de couverts fermés, je divise aussi en 2. Je prends les rayons de pollen, les rayons de miel. Donc, les 4 composantes doivent être respectées. Je les divise équitablement dans 2 riches. Et puis, je prends les abeilles, je divise aussi équitablement dans les 2 riches. Et puis, là où se trouvait la riche mère, je mets un repère. Je mets une riche à gauche, juste à 1 mètre, une autre riche à droite. Et là, j'essaie d'observer pendant quelques minutes les butineuses qui reviennent de fleurs avec leur butin vont se partager, vont entrer dans les 2 riches, vont elles-mêmes, puisque la distance qui sépare les 2 riches par rapport à la position initiale de la riche est la même, et vont se guider d'elles-mêmes. Une partie des ouvrières butineuses vont entrer dans la riche à gauche et une partie va entrer dans la riche à droite. Et après l'observation de 60 minutes ou 75, je vais prendre la riche qui contient la reine, je vais la déposer exactement à la même place, là où se trouvait la riche qui a été divisée. Et celle qui n'a pas la reine, c'est elle que je vais mettre à distance. Auparavant, je faisais, c'est la riche qui a été divisée que j'ai laissée à la place, mais il y a eu beaucoup de ratés. Mais actuellement, j'observe d'abord la riche qui s'est vite stabilisée. Là, je vais constater là où il y a la reine, puisque une riche va rester très agitée, l'autre va se stabiliser rapidement. Celle qui s'est vite stabilisée, c'est elle que je vais considérer comme elle qui a la reine. Et donc, c'est elle que je vais devoir éloigner de la riche qui n'a pas la reine. La riche qui n'a pas la reine, je vais la laisser exactement à la même place et va continuer à accueillir des ouvrières qui viennent. Et après un temps, une semaine durant, elle va développer des cellules royales. Et puis, elle pourra donner naissance à une nouvelle reine qui va continuer la colonie. Quand l'autre riche qui a été mise à distance continue et aussi les activités de la riche. Ça, c'est juste la première manière. Mais il existe une deuxième manière que nous faisons aussi par glissement. On divise exactement comme la première manière là, mais la différence est que c'est la riche qui a la reine que nous allons laisser à la place. Donc, pour la première manière, la riche qui n'a pas la reine, c'est elle qui a été laissée à la place de la riche qui a été divisée. Mais pour l'autre, c'est la riche plutôt qui contient la reine qui reste à sa propre place. Et puis celle qui n'a pas la reine, au lieu de l'éloigner seulement de la riche, on va aller vers une autre riche B, qu'on va bouger sa place. La riche B, on la déplace, puis on met la riche qui résulte de la division, on va la mettre à la place où se trouvait la riche B. Et cette riche qui n'a pas de reine va
accueillir les nourricières, donc les butineuses qui appartenaient à la riche B, vont facilement entrer dans cette riche, vont amener des butins, vont donner des prévisions et la colonie va se stimuler plus rapidement et va donner naissance à une autre reine qui pourra redémarrer la riche. Quand la riche B continue ses activités là où elle a été délocalisée. Voilà, donc c'est une méthode, mais qui consiste à faire un glissement avec la riche B. Et la troisième méthode, c'est une méthode que nous utilisons quand nous voulons faire d'une riche plusieurs colonies, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 4. On prend la riche mère, une colonie très forte, et la toute première opération, on isole. J'ai toujours l'habitude d'isoler la reine. Et là, c'est plus pénible, comme ici chez nous, les reines ne sont pas marquées. Et comme vous savez, Apis mellifera adansoni est très fugitive et se cache beaucoup. On fait la gymnastique de la repérer, puis on l'isole de la riche. Alors, la colonie, on va la diviser. On amène 4 richettes, soit des 6 cadres, soit des 6 barrettes, et puis on va diviser les composantes de la riche dans ces 4 richettes, c'est-à-dire les couvains ouverts, les couvains fermés, les rayons de pollen, les rayons de miel. Et s'il y a une composante qui ne suffit pas pour les 4, donc il y a une richette qui manque, on peut les chercher ailleurs, dans une autre riche voisine, on récupère, pourvu que les 4 composantes soient présentes dans chaque richette. Et alors, je vais diviser aussi les abeilles presque équitablement dans les 4 riches, puis nous allons les placer d'une manière oblique par rapport à la place où se trouvait la riche mère. Et les butineuses qui reviennent de la chasse vont entrer respectivement dans les 4 richettes, puis on pourra les observer pendant 1 semaine ou 6 jours. On va constater que dans chacune de ces richettes se développent des cellules royales. Et ces cellules royales, je les récupère pour alimenter des richettes qui n'ont pas eu la chance de développer à partir de jeunes larves de moins de 3 jours, qui n'ont pas eu la chance de développer des cellules royales, et on les partage. Et en cas d'échec, s'il y a une richette qui n'a pas réussi à avoir une reine, je recours à la reine, à l'ancienne reine, leur mère qui a été isolée. Et si elle avait encore un âge acceptable, c'est-à-dire 1 année ou 2 ans, je la récupère, je la remets dans cette richette. Et puis, tout d'un coup, on va constater les richettes qui vont se développer. Et je vais attendre l'éclosion de ces cellules royales pour déjà penser à loger définitivement les colonies, chacune dans sa riche définitive. Et colonies, je vais avoir 4 colonies. Voilà un peu les 3 manières que j'essaie de pratiquer pour essayer de faire l'élevage ou la division de colonies. Dans ce qui va suivre, nous entendrons Olivier Badibanga nous rappeler l'importance du calendrier apicole et de floraison dans la pratique de division des ruches. Je disais ceci, c'est-à-dire qu'il faudrait prévoir que ça soit couplé au calendrier, parce que à un moment donné, quand il n'y a pas de floraison, surtout ceux qui font cet élevage-là, là où il y a les acacias par exemple, ça fleurit beaucoup plus au mois de février. À partir du mois de janvier, on n'a pas beaucoup de floraison au mois de novembre, où en ce moment-là, les essaimages commencent déjà. Donc, cette division sera beaucoup plus souple et plus facile
au mois de février, au mois d'avril, qu'au mois de novembre où la floraison n'est pas encore, la floraison d'acacia, je vais dire, n'est pas encore tellement bonne. Donc, il faudrait coupler cela aux floraisons. C'est plus facile dans la forêt. Dans la forêt, on a beaucoup de fleurs et la floraison, là, il y en a aussi beaucoup aussi. Donc, c'est lui qui les fait dans la forêt. Comme je suis au niveau des Bouloulou, c'est beaucoup plus facile. Les déplacements, les abeilles, après, ils vont retrouver facilement la nourriture. On n'a pas besoin de nourrissement après. Voici encore une précision fort utile de Dieu merci Mahano concernant les divisions des colonies à partir de ruches à barrettes ou fixes. La division est très facile avec les ruches à cadres. Puisqu'il y a l'interchangeabilité des cadres, là c'est facile. Mais quand nous le faisons avec des ruches à barrettes supérieures, ça s'est fait, mais comme les rayons peuvent se casser facilement, il y a beaucoup de soins et beaucoup de précautions qui sont prises. Mais avec une grande possibilité de réussite de division. Pour les riches traditionnels, ce n'est pas aussi impossible, mais il y a aussi encore plus de précautions que des riches à barrettes supérieures et beaucoup de difficultés. Comme dans la riche, on ne saura pas les enlever facilement et pourtant ils ne font pas qu'on casse les rayons, ils ne font pas qu'on écrase les larves. Tout ça, ça exige un travail de plus pour que ça soit fait, mais ce n'est pas impossible. Nous allons à présent entendre Yves Layek nous rappeler que tout ce qui a été dit dans ce podcast doit être mis à l'épreuve de votre pratique apicole. Je voulais dire qu'il y a des grands principes dans la division et puis après, il y a des pratiques. Et il y a beaucoup de pratiques diverses et beaucoup de pratiques qui fonctionnent en fait. Et je crois que quand on connaît les grands principes de la division, après, on va se faire sa pratique en fonction de ses possibilités aussi, parce qu'on ne veut pas toujours déplacer des ruches. Donc, une division sans déplacement est possible. Donc, ce sont des techniques multiples. Ici, nous aurons une intervention de Christophe Fonge qui synthétisera parfaitement les raisons poussant les apiculteurs à pratiquer la division des ruches. Pourquoi divisons-nous les ruches? La division des ruches a plusieurs objectifs. Éviter les essaimages naturels, remplacer les reines âgées par de jeunes reines, contrôler l'âge de la reine, remplacer les reines mortes, augmenter notre cheptel apicole. À terme, ceci concourt à l'amélioration de notre rendement apicole. Nous touchons à la fin de ce podcast. Vous avez donc entendu les témoignages de 3 experts apicoles présents lors de ce webinaire passé, et nous laissons le mot de la fin à Guy Massard, coordinateur de Mielmaya Honing. Sachez aussi que tous les experts présents lors de ce webinaire ont donné leur accord pour la diffusion de leur adresse mail dans le cas où vous désiriez de plus amples informations. N'hésitez donc pas à nous envoyer un mail à l'adresse info@maya.be, nous vous mettrons en contact. Au départ de ce webinaire, l'un de vous a posé les questions de manière assez systématique. La division avec quel objectif, la division comment et quand et avec quel matériel. Alors, il me semble que les objectifs, on les a présentés. Naturellement, en tête vient souvent l'évocation de la multiplication du cheptel, l'augmentation du cheptel. Ensuite, éviter éventuellement l'essaimage, donc le prévenir, l'anticiper en quelque sorte. On a d'ailleurs parlé d'essaim artificiel aussi, dans le cas de cette division des ruches. Un autre objectif, et ça vous venez de le pointer, Madame Aroura, c'est l'économie du rucher. Didier en a parlé aussi, c'est-à-dire produire des essaims et les vendre. Il y a toujours une demande qui est là. Un autre objectif, nous venons d'en parler, qui est important, c'est la sélection. Alors, naturellement, il faut savoir sur quels critères on fait cette sélection. Vous venez de parler Nabila vient de parler de la résistance aux varrois.
On peut parler de la douceur, on peut parler aussi de la production de miel. Il me semble que ce sont des caractéristiques qui peuvent être sélectionnées. Sur le comment, alors sur le comment, ben, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut une ruche souche et une ruche mère et puis une ruche naturellement, une ruchette de destination qui va recevoir une partie de la ruche originelle. Justement, quelle partie? Eh bien, bon, de toute façon, si même chacun, c'est, comme le dirait Monsieur Chevalier, c'est pratique. Bon, on parle d'un rayon, une barrette de nourriture, et puis alors du couvain non operculé, si possible du couvain operculé également. Naturellement, on divise une colonie forte. Bon, là, on repasse naturellement sur la question des critères de sélection. Ensuite, pour éviter que les butineuses retournent exclusivement à la ruche mère, il y a un déplacement qui s'impose des ruchettes. Et là encore, c'est une question de pratique et d'observation, puisque les distances varient. Naturellement, les 3 kilomètres ont à voir avec la distance que les abeilles butineuses ont l'habitude de couvrir, me semble-t-il. Alors, la question aussi, pour en terminer, c'était quand? Mais je ne sais plus qui a dit ça, ça paraissait être une bonne observation. Ben, en tout cas, lorsqu'il y a des faux bourdons, oui, certainement, sauf si vous avez un élevage de rennes, et vous utilisez la technique que Didier a présentée avec l'introduction d'une reine déjà fécondée qui peut se faire en fin de mielée, naturellement. Donc, quand il y a des ressources aussi pour permettre à la ruche de se développer, et dans l'absence de ressources, eh bien, on stimulera avec du sirop, effectivement, 50-50. Alors, voilà, en quelques mots, me semble-t-il, quelques principes, quelques observations que je voulais vous partager. Merci donc de votre écoute et bonne division.